Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du vendredi 23 août. J'espère que vous avez toutes et tous passé une très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer les questions de Milinda. Salut Tomoyo, comment ça va? Les questions de Milinda. Rappel, hein, les questions de Milinda, c'est ce texte du canon Theravada, le canon Pali, qui a la petite particularité bizarre de ne pas avoir été prêché par le Bouddha, mais de contenir en réalité un dialogue entre un moine bouddhiste et un roi grec qui s'appelle Milinda dans le texte, mais dont le vrai nom en fait est Ménandre Ier, voilà, qui est un roi du coup qui est arrivé là suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, hein, qui est monté jusque de la Grèce, qui est passé là-bas, il avait le tour, il est remonté jusqu'en Inde. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce texte-là, Salut Éponine, qui a plusieurs avantages, hein, notamment le fait que eh bien, ce soit une sorte de, on va dire, ouvrage de vulgarisation de bouddhisme, de par sa structure. En fait, c'est un ensemble de questions-réponses. Le roi Milinda va poser des questions, Nagasena, le moine bouddhiste, va lui répondre. En général, derrière Melinda va dire: Tu peux me donner un exemple, s'il te plaît? Une petite illustration pour que je comprenne mieux? Et Nagasena va lui répondre avec une ou plusieurs illustrations. Donc il y a un côté assez didactique via les exemples qui sont donnés, les illustrations. Après, ça reste toujours un texte qui n'est pas simple d'accès, mais qui peut être peut-être plus simple que d'autres sutras et qui a surtout l'avantage du coup de résumer en un seul texte pas mal de points de doctrines bouddhistes différents qui sont éparpillés en fait dans plein d'autres sutras. Donc il a cet avantage-là. C'est un peu une espèce de bouddhisme pour les nuls à l'ancienne, mais voilà, les nuls qui s'accrochent un peu quand même. Hein. Parce que vous allez voir, c'est quand même pas le texte le plus facile à lire de la Terre. L'édition Cognitiviste ici, c'est une édition de 1923, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, j'oublie la date exacte, mais je crois que c'est ça. 1923, c'est ça. Donc elle a un peu daté. Elle est un peu datée, elle a un petit peu vieilli. Et on va le voir notamment aujourd'hui, hein, salut Jardin de thé, on va voir aujourd'hui hein, notamment certains des textes, des termes pardon, qui sont utilisés, ne sont pas forcément ceux qu'on utiliserait de nos jours. Donc vous allez voir que par moment, je fais un peu des ponts avec d'autres textes qu'on a vus avant, notamment l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, pour essayer de raccrocher les termes avec ceux qu'utilise Walpola, pour que voilà, on essaie de rester un petit peu cohérent là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, on va globalement parler des agrégats à nouveau, les 5 agrégats hein, du bouddhisme traditionnel. Ces 5 agrégats, ce sont ces éléments qui constituent un être, quelque chose, un être en particulier. Ces agrégats, donc, dans la tradition bouddhiste originelle, ils sont au nombre de 5. Je vais vous les repasser un petit peu avec un exemple pour que vous redonner le contexte avant qu'on attaque le texte vraiment du Milinda-pana. Donc ces 5 agrégats, on les avait déjà vus ensemble sur, quand on étudie ensemble Walpola Raoula, l'enseignement du Bouddha, assez vite, hein, d'ailleurs, peut-être deuxième ou troisième live sur Walpola Raoula. Pour ceux qui vont retrouver, c'est dans le chapitre sur la première noble vérité. Donc c'est vraiment dans les premiers lives qu'on a fait sur Walpola Raoula, et il l'explique quand même assez bien. Donc voilà, si vous le voulez, vous pouvez le revoir là sur YouTube, je les ai. En attendant, je vais vous les rappeler rapidement. Hein. On a déjà l'agrégat de la matière. L'agrégat de la matière, c'est vraiment l'élément physique pur en lui-même. Le livre est composé de l'agrégat de la matière. Mon œil est un agrégat de la matière. Quand mon agrégat de la matière de l'œil, dont la fonction est de voir, va rentrer en contact avec l'agrégat de la matière du livre, eh bien, il va y se passer quelque chose. Ce quelque chose qui va se passer là, c'est ce qu'on appelle la conscience visuelle, deuxième agrégat. Conscience visuelle, c'est le fait que mon œil est conscient qu'il a en face de lui un objet. Il y a eu un contact qui s'est effectué, mais donc j'ai conscience qu'il y a quelque chose. Mon œil a détecté quelque chose. À ce niveau-là, je ne sais pas encore ce que c'est. Là, on a juste conscience que quelque chose est passé devant moi, le livre. Deuxième agrégat. Troisième agrégat, là, ça va être justement l'agrégat de la... Alors, attendez, pas que je me trompe. Fais les faire dans l'ordre. Attendez, parce que je ne voudrais pas me tromper. Voilà. Alors, soit on fait la sensation, soit perception. On va dire perception. Moi, je préfère faire dans cet ordre-là. Je préfère faire matière, conscience, perception, sensation, et ensuite volition. Je trouve que c'est plus logique dans ce sens-là. Donc, on a vu la matière, c'est l'œil, le livre. La conscience, par exemple, là, c'est mon œil qui rentre en contact avec le livre. Il a détecté qu'il se passait quelque chose. La perception, c'est à ce moment-là où je vais comprendre que c'est un livre. Là, j'ai détecté que c'était un livre. C'est le Milindapana. Ok, maintenant, je sais ce que c'est. L'information est passée à mon cerveau. Perception. Ensuite, il y a une sensation qui va s'effectuer. Cette sensation, elle peut être neutre, c'est-à-dire globalement il ne se passe rien. Oui, bon, ok, c'est le livre, c'est le Milindapana. Ok, je n'éprouve pas.
pas de sensation particulière par rapport à ce livre, c'est neutre. Peut y avoir une sensation agréable. Ah oui, je suis content, c'est un beau livre, je suis content de ce que je lis, c'est intéressant, mon œil est rentré en contact avec un objet qui est intéressant. Il peut y avoir aussi une sensation qui est désagréable. Typiquement, tout à l'heure, je voyais ma lumière de stream à côté là qui clignotait. J'ai voulu la régler et comme un boulet, en la réglant, je la fixais avec mes gros yeux. Du coup, je fixais une énorme lumière bien forte avec mes gros yeux, donc ça m'a fait mal. Donc là, effectivement, c'est une sensation qui est désagréable. Donc on a vu matière, conscience, perception, sensation. Et derrière se trouve le cinquième agrégat qui est l'agrégat de la volition, qui est le fait de décider, alors consciemment ou inconsciemment, d'agir en fonction de cette information qu'on a reçue. Typiquement, là, j'ai reçu l'information que j'ai le Milinda Pana devant moi, eh bien, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'étudier. Voilà, c'est une volition. Ou j'ai conscience que c'est le Milinda Pana devant moi, j'en peux plus de ce texte parce que c'est trop compliqué, hop, je le balance. C'est une autre façon d'agir qui n'aura pas les mêmes conséquences karmiques. La volition, c'est à ce moment-là que la conséquence karmique va se passer. Donc voilà, c'est un enchaînement qui est assez logique, du coup, matière, contact avec deux éléments de la matière, conscience, j'ai repéré qu'il y a quelque chose, perception, je comprends ce que c'est, salut Alice, perception, donc je comprends ce que c'est, sensation, c'est agréable, désagréable ou neutre, volition, j'agis en fonction de cette sensation et je fais quelque chose. Donc voilà, ça ce sont globalement les 5 agrégats. Greg qui s'inscrit dans une tradition millénaire des moines qui expliquent ces 5 agrégats au laïc en utilisant des exemples qu'il a en face de lui, c'est beau. Ah bah oui, bah on est obligé, hein. C'est la classique, c'est la classique. Voilà, donc c'est de ça en gros qu'on va reparler aujourd'hui, c'est de ces fameux 5 agrégats qui sont extrêmement importants. Et donc, dans le bouddhisme, il y a cette idée que du coup, l'être est composé de ces 5 agrégats, mais du coup que ces 5 agrégats peuvent fonctionner tout à fait correctement, c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois, sans qu'il y ait besoin d'une âme ou quelque chose qui soit au-dessus. En fait, ces agrégats, ils vont s'activer et se désactiver en fonction des stimulus. Et ce que je vous ai donné comme exemple par rapport à l'œil, eh bien, on pourrait tout à fait avoir le même exemple avec le toucher, où là, ma main est en contact avec le livre. Donc, objet matériel, ma main, objet matériel, le livre. Ma main a conscience que je touche quelque chose. Ça a l'air un peu granuleux parce que c'est du papier. Je perçois derrière que, effectivement, c'est du papier. C'est une sensation agréable pour moi parce que c'est un vieux papier un peu granuleux. J'aime bien. Par contre, si d'un coup je fais un faux mouvement et que je me coupe avec, ce sera désagréable. Se couper avec du papier, c'est tellement nul. Oh, c'est nul et ça fait mal en plus. Donc voilà. Et ensuite, derrière, il va y avoir du coup la volition de est-ce que j'ai envie de tourner les pages de ce livre, est-ce que j'ai envie de le lire, etc., etc. Donc chacun de ces éléments que je vous ai donnés avec l'œil s'applique avec chacun d'autre des 5 sens, avec une notion importante dans le bouddhisme traditionnel, c'est cette idée que le mental est un 6e sens. Alors pas dans le sens le film, je ne vois pas les morts, c'est un mental, le mental est simplement un sens exactement au même titre que serait par exemple le toucher ou la vision, le goût, l'ouïe, etc., l'odorat. C'est un sens à part qui a pour objet les objets mentaux, voilà, les pensées en fait, simplement. Au même titre que l'œil a pour objet les objets visuels, le mental a pour objet les objets mentaux. Voilà. Donc, mais ce n'est pas un fonctionnement différent. C'est la même chose, typiquement, mon mental rentre en contact, tiens, je me dis, je suis en train de penser à quelque chose, j'identifie la pensée, perception. Cette pensée peut être agréable ou pas. Je dis, oui, tiens, il se passe quelque chose, est-ce que cette pensée est agréable ou pas? D'ailleurs, je vais pouvoir agir sur cette pensée. Est-ce que j'ai envie de continuer ce fil de pensée? Est-ce que j'ai envie de penser à autre chose, etc. C'est un objet exactement, c'est un sens exactement au même titre que les autres sens. Voilà. Coucou Sab de Vaux. Donc voilà, c'était pour refaire un petit point sur les agrégats. Je sais qu'on en avait parlé la dernière fois déjà, mais comme là, globalement, le live va être sur les agrégats. Donc bon, je me dis ça valait le coup quand même de refaire un petit point. Donc, hop, je vous partage l'écran après cette introduction sur les agrégats. Donc, Nagasena, là où se produit la perception du sens interne, la sensation se produit-elle également? Là, en fait, ce qui veut dire, c'est que est-ce que c'est au même endroit, typiquement, en fait, ce qu'il appelle perception du sens interne, c'est ce que nous on appellerait conscience. Donc, est-ce que c'est au même endroit où il y a la conscience, typiquement la conscience visuelle, que va se produire également la sensation? Donc, effectivement, si c'est une conscience visuelle qui est relative à l'œil, donc typiquement mon œil entrant en contact avec le chat, est-ce que c'est via l'œil que je vais ensuite avoir une sensation agréable ou désagréable? Oui, en fait, cette sensation va découler de l'œil. Si c'est un contact et une conscience relative par exemple au toucher,
typiquement le livre, hein, comme je dis, je me coupe par exemple avec une page, eh bien effectivement, c'est au niveau de ce sens du toucher que va se réaliser, donc au niveau de l'objet physique qui est ma main, que va se réaliser derrière également la sensation agréable, désagréable ou neutre. Donc là, c'est ce qu'il explique ici, hein. Là où se produit la perception du sens interne, donc là où on va détecter que typiquement une des consciences, conscience visuelle, conscience du goût, etc., se produit. Là aussi se produit du coup le contact. C'est là où s'est produit le contact entre deux éléments, typiquement mon œil et le chat, ma main et une feuille de papier. Et c'est là aussi où du coup va se produire la sensation, l'idée, la pensée, la réflexion, l'analyse, en fait tout ce qui va découler du fait que un de mes organes des sens, un de mes agrégats physiques est entré en contact avec un autre agrégat qui peut interagir avec, et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Il y a typiquement un des cas qui ne marche pas. Exemple typique, mon œil rentre en contact avec des objets visuels. Si je suis dans le noir complet, eh bien ça ne marche pas, je ne peux pas utiliser ce sens, donc ça ne va pas en découler directement. À l'inverse, ma main ne peut pas entrer en contact avec des objets du goût. Je ne peux pas savoir quel goût a le sel avec mes doigts. Donc voilà, il y a des objets qui ont des caractéristiques telles qu'ils vont pouvoir interagir ou pas avec certains de nos agrégats d'objets que sont nos sens, enfin que sont les objets physiques qui ressentent les sens. Donc voilà, mais ça, du coup, tout ne marche pas les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que du coup, c'est ce qu'il dit ici, hein, typiquement, si je prends l'agrégat du goût, eh bien, la sensation du côté salé, par exemple, si je mets du sel dans ma bouche, eh bien, c'est au niveau du coup de cet agrégat du goût et de la langue, etc., que va se passer derrière toute la conséquence, ça vient de là. C'est parce que j'ai mis du sel dans ma bouche, je ressens que c'est salé, etc., etc. Et j'aurais pas eu la même chose. Ça se produirait pas au même endroit si c'était par exemple ma main qui rentrait en contact avec du sel physique, où là, je sentirais juste quelque chose de granuleux. Il se passerait pas la même chose. Voilà. En gros, c'est ce qu'il veut dire ici. Voilà, comme ça que je comprends en tout cas. Donc j'avais mis ici, hein, ici il va être question des différents agrégats, bien entendu. Quelle est la caractéristique du contact? Donc là, le contact, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce qui se passe. C'est pas en soi considéré comme un agrégat à part. Le contact, en fait, c'est juste deux agrégats physiques qui se touchent. Voilà. Mon œil avec l'œil avec un agrégat, donc l'agrégat physique de l'œil avec un objet visuel, ma main avec un objet physique, etc. On va dire mon agrégat mental, qui est peut-être le plus dur à concevoir d'un point de vue physique, mais qui est considéré quand même comme étant un agrégat de la matière. Mon agrégat mental rentre en contact avec des pensées. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est le contact. Mais ce n'est pas considéré directement comme un agrégat à part, le contact. Le contact, c'est juste, ils sont là et ils se touchent. Donc c'est ce qu'il dit, hein, c'est le fait de se toucher. Le fait de toucher, pardon, pas le fait de se toucher. Le fait de toucher. C'est ça. Donne-moi donc une comparaison. Alors, la comparaison ici, elle est un peu résumée dans la version anglaise, elle est un peu plus détaillée. En gros, ce qu'il dit, c'est suppose deux béliers qui se tabassent, qui se cossent. Eh bien, effectivement, l'un, ça va être par exemple la main, et l'autre, eh bien, ça va être l'objet physique. C'est comme ça, c'est comme deux béliers qui se rentrent en contact, ça fait ça, quoi. Bon, ça. J'essaie de pas trop taper mes livres dans la vraie vie, hein, pas comme deux béliers qui cossent. Il dit pareil, deux mains qui se touchent, eh bien, c'est pareil, hein. Ou deux cymbales que l'on frappe l'une contre l'autre. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire que c'est du contact. L'exemple ne sert pas à grand chose, on a bien compris l'idée, hein. Si ma main entre en contact avec un smartphone, il se passe quelque chose au niveau. Voilà, c'est le contact de deux choses, quoi. Pas très compliqué. Donc on ne tape pas les livres, par contre. Pas comme les béliers qui cossent ni les cymbales. C'est ça. Nagasena, c'est quoi la caractéristique du contact? Là, il prend un bouquin, il fait ça. C'est ça. Ah, d'accord. D'accord, Nagasena, ok. C'est. Tu vas bien, Nagasena? Ça va? Ça se passe bien? Ça va bien dans ta vie? C'est ça. Les contacts éponymes, c'est ça, c'est que c'est un élément déclencheur. Ce n'est pas un agrégat parce qu'en fait, il ne se passe pas quelque chose d'autre. C'est juste deux agrégats physiques qui rentrent l'un en contact avec l'autre. Mais c'est effectivement l'un des 12 maillots de la coproduction conditionnée. Effectivement, tout à fait. Et on en avait parlé, je crois. Alors, on en a parlé un peu avant. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, effectivement. Effectivement. Voilà, donc l'exemple pour moi sert un peu à rien. Le contact, c'est celui qui est peut-être le plus clair encore, hein. Là-dessus, il n'y a rien de bien folichon, quoi. Ensuite, il va dire quelle est la caractéristique de la sensation. Alors là, sur cette partie du texte, je dois bien avouer que j'ai été embêté. Parce que vous allez voir, en fait, quand il va parler de la sensation, il ne va parler que de l'élément positif de la sensation.
Alors que la sensation en termes d'agrégat, elle est caractérisée par 3 possibilités que sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Neutre, il ne se passe rien, rien de particulier. Agréable, désagréable. Or, ici, donc quand il dit quelle est la caractéristique de la sensation, il dit le fait de sentir et le fait de jouir, donc le fait d'apprécier quelque chose et le fait de ressentir quelque chose. Et en fait, je ne comprends pas dans cette partie-là, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des aspects négatifs de la sensation ni du côté neutre. Il reste vraiment plus sur le côté positif. Et ça j'avoue que ça m'a un peu perturbé, j'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il dit suppose un homme qui a rendu service au roi et que le roi satisfait a revêtu d'une charge, grâce à laquelle il vit au sein des plaisirs. Cet homme se dit j'ai autrefois rendu service au roi, le roi satisfait m'a donné une charge. C'est en raison de ce que j'éprouve, c'est en raison de ce fait que j'éprouve telle sensation. Ou bien encore, suppose un homme qui a fait une bonne action et qui, après sa mort, va au ciel où il vit au sein des plaisirs. Cet homme se dit j'ai fait autrefois telle bonne œuvre, c'est pourquoi j'éprouve maintenant telle sensation. Donc là, il y a un peu cette idée de d'une certaine façon, rétribution de quelque chose de positif, le fait de ressentir quelque chose de positif en conséquence d'actes positifs qu'on a fait nous-mêmes, donc d'un karma, de fruits de karma positif qu'on récupérerait et qui serait quelque chose de positif. Sauf que je ne comprends pas pourquoi effectivement ça s'arrête à cette discussion du côté positif de la sensation, alors que la sensation contient vraiment les autres éléments. On est tous d'accord que des fois on a mal, quoi. des fois on se prend le pied dans le pied dans le pied de la table, le doigt de pied dans le pied de la table, et là on ressent pas une sensation agréable. Je ne sais pas. Du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est limité à ça dans cette partie-là. J'ai vérifié le texte anglais dit la même chose. J'ai vérifié le terme qui était utilisé dans la partie anglaise, où ici c'est bien le terme Vedana, qui est du coup le terme qui s'adresse qui vraiment caractérise l'agrégat de la sensation, tel qu'on l'a vu avec Walpola. Donc je ne comprends pas. Là, j'avoue que pour le coup, j'ai pas d'explication particulière de pourquoi il ne parle que des rétributions positives et de la sensation qui est, on va dire, agréable. Je ne sais pas. Un peu bizarre, du coup. Mais bon, voilà. J'ai pas d'explication. Aucune idée. Ensuite, on a Nagasena. Quelle est la caractéristique de la recognition? Donc ici, on parle de l'agrégat de la perception, ce que Walpola appelle lui la perception. C'est donc effectivement le fait de reconnaître quelque chose. Hein. Par exemple, reconnaître que quelque chose est une chaise, ceci est un téléphone. Le chat, quand Éponine m'écrit dans le chat, je vois que c'est de couleur jaune. Voilà. Reconnaître une couleur, par exemple, tout ça, c'est de la perception. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, la perception, sa caractéristique. Quelle est la caractéristique de la recognition? Donc je vais dire plutôt perception ici. Hein. Quelle est la caractéristique de la perception? Eh bien, c'est le fait de reconnaître. Que reconnaît-on? Eh bien, par exemple, le noir, le jaune, le rouge, le blanc. Avec les doigts, ça va être plutôt l'aspect granuleux, lisse, doux, piquant, etc. Avec l'agrégat du goût, ça va être salé, sucré, amer, etc. etc. Donc c'est ça, en fait, qu'on reconnaît en fonction de l'organe des sens qui est mis en contact avec son objet. Donc là, c'est pareil. Je trouve que celui-ci est vraiment le plus simple. Granuleux, c'est vraiment les pages de ce livre. Je dis granuleux parce que les pages de ce livre sont granuleuses. C'est du bon papier épais, et vraiment, il y a un côté un peu granuleux qui est assez agréable. Puis il a l'odeur du vieux livre aussi. J'aime bien l'odeur du vieux livre. Le fétichiste des livres. J'aime bien aussi le frotter contre mon visage. Alors... Fétichiste des livres. C'est pas bien. Voilà. Donc bon, l'agrégat de la perception, là pour le coup, c'est celui qui est avec, je trouve vraiment avec la côté matière, c'est peut-être un de ceux qui est le plus simple et le plus clair pour nous. Voilà, c'est assez logique. Ensuite, il y a quelle est la caractéristique de la pensée? Alors à nouveau, ici, j'ai mis le mot exact. En fait, il s'agit de l'agrégat des formations mentales ou de la volition. C'est-à-dire l'agrégat où vraiment on va, entre guillemets, pouvoir agir sur ce qui se passe derrière, avoir une réelle réaction à ce qui se passe derrière. Et donc il dit, hein, la caractéristique de cet agrégat, du coup, de la volition ou des perceptions mentales, c'est le fait de penser et le fait de se préparer. Alors la version anglaise dit plutôt, c'est à la place du coup le fait de penser et le fait de préparer, elle va dire c'est l'action volontaire et l'envie incontrôlée. Donc c'est assez différent hein, quand même. Hein. Le fait de penser, le fait de préparer, et la version anglaise dit du coup
l'action volontaire et l'action incontrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet agrégat de la volition, eh bien, effectivement, cet agrégat-là, c'est notre réaction aux choses. Donc, typiquement, il y a des réactions qui sont contrôlées et des réactions qui sont incontrôlées. Si je mets ma main sans faire exprès sur la plaque chauffante, ma réaction qui va être de retirer ma main, cette réaction-là est incontrôlée. C'est pas quelque chose qui est volontaire de ma part, c'est quelque chose d'inconscient. Par contre, si derrière, suite à cette réaction-là, je commence à insulter la plaque, ce qui n'a aucun sens parce que la plaque ne m'entend pas, et insulter les choses ne sert à rien. Donc là, typiquement, eh bien, là, c'est une volition, c'est quelque chose de volontaire. J'ai le choix d'insulter ou pas la plaque chauffante. Si j'insulte la plaque chauffante, là, effectivement, bah, techniquement, je génère du karma négatif, je m'énerve, voilà, je crée peut-être une ambiance en plus un peu stressante dans la maison autour. Donc voilà, insulter la plaque chauffante n'a pas d'intérêt. Par contre, effectivement, le fait de retirer la main, là, c'est involontaire. Je n'ai pas choisi de retirer ma main. Voilà, nouveau fétiche débloqué. Fétichisme du livre. Se frotter le visage avec des vieux livres. Donc voilà un peu, bien sûr, l'idée, quoi. Et donc, au niveau de l'exemple, il dit, hein, de même qu'un homme ayant préparé du poison et l'ayant bu, alors pourquoi il boirait du poison, je sais pas, et fait boire à d'autres, éprouve de la souffrance et en cause à autrui. Donc là, je pense que c'est le fait que quand on réalise des actes négatifs, en fait, non seulement on fait du mal à soi-même, enfin aux autres, parce que voilà, typiquement, hein, si je commence à insulter quelqu'un parce que je me suis brûlé sur la plaque chauffante, eh bien, de un, je fais du mal à la personne en face, et de deux, je me fais également du mal, parce que, eh bien, en cela, je génère du karma négatif, je génère quelque chose de négatif. Donc, comme effectivement, ce serait comme l'exemple d'une personne qui a bu du poison et qui en même temps en fait boire aux autres, ou qui en fait boire aux autres et en même temps, du coup, en boit soi-même. Donc il dit voilà, hein, et donc cette personne éprouve de la souffrance et en cause à autrui. Ainsi, un individu ayant conçu une mauvaise action tombe après la mort dans l'enfer et y entraîne ses imitateurs. Alors c'est un petit peu poussé, il n'y a pas que forcément l'idée d'enfer derrière, mais voilà, c'est pour mettre l'exemple le plus hardcore. De même qu'un homme ayant préparé un mélange de beurre clarifié, de beurre frais, d'huile, de miel, de mélasse, et l'ayant bu et fait boire à d'autres, éprouve du plaisir et en procure à autrui. Ainsi, un individu ayant conçu une bonne action entre après sa mort dans le ciel et y conduit ses imitateurs. C'est ainsi que la pensée a pour caractéristique le fait de penser et de préparer. Là, ici, il met quand même beaucoup l'accent sur justement les conséquences de la volition, parce qu'en fait, on avait déjà parlé un peu la dernière fois, mais de ces 5 agrégats, en fait, le seul agrégat qui a vraiment un impact au niveau karmique, c'est la volition. Parce que ce qui se passe avant, l'agrégat de la matière, bah, c'est la matière, elle est là, hein, elle existe, elle est là. Ensuite, il y a un contact, donc à nouveau, ce n'est pas un agrégat, mais il y a un contact entre, par exemple, à nouveau, ma main et le livre, ou ma main et la plaque chauffante. Bah, typiquement, je vais reprendre la plaque chauffante. Hein. Ma main, la plaque chauffante. J'ai conscience que je touche quelque chose. Deuxième agrégat. Jusque-là, je peux rien y faire. J'ai juste conscience que je touche quelque chose. Ensuite, il y a la perception. Je reconnais que c'est la plaque chauffante et que ça chauffe. Pareil, je peux rien y faire. C'est un fait. Ensuite, se trouve la sensation, agréable, désagréable ou neutre, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas contrôler le fait que ce soit agréable ou désagréable. Je ne peux pas contrôler le fait que, en mettant ma main sur la plaque chauffante, je me brûle, je ressens de la douleur. Jusque-là, je ne peux rien y faire. Ces 4 premiers agrégats, je n'ai pas d'action dessus. Je ne peux pas faire grand-chose. C'est vraiment purement, on va dire, physique, factuel. C'est les choses telles qu'elles se déroulent. Je n'ai pas encore à ce niveau-là la réelle possibilité d'action. L'action, elle arrive avec le 5e agrégat, qui est du coup l'agrégat de la volition ou des perceptions mentales, où ben là, je vais faire quelque chose. Et c'est cet agrégat-là qui, du coup, a un impact au niveau karmique. C'est là où on va décider d'agir de façon positive, négative ou neutre, consciemment ou inconsciemment. Sachant que vraiment, normalement, au niveau bouddhiste, hein, c'est le côté conscient qui est important. Si, typiquement, je mets ma main sur la plaque chauffante, je me brûle, instinctivement, je vais dégager ma main. En dégageant ma main, pas de bol, il y avait mon chat qui était à côté de la plaque chauffante, je lui fous une énorme taloche. Et bien là, au niveau karmique, techniquement, je n'ai rien fait de mal. J'ai pas eu la volonté, je n'ai pas eu la décision volontaire d'agir pour donner une tarte à mon chat. C'est juste qu'en retirant ma main, il était au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'en plus mes chats ont des timings pourris. Ça n'est pas arrivé. Cette chose n'est pas arrivée, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou typiquement, hein, je descends l'escalier tranquillement, le chat se fout dans mes pattes en faisant un zigzag, je lui shoot dedans. Voilà, d'un point de vue karmique, c'est neutre. Ce n'est pas une volonté de ma part de faire du mal. C'est une action qui s'est passée telle quelle pour des problèmes de timing et des problèmes, voilà, quelque chose qui s'est passé inconsciemment.
Par contre, si à l'inverse, je m'énerve, je me brûle, je m'énerve, et là je fais putain de plaque de merde, et là je tape sur le chat à côté parce que je tape sur le premier truc qui passe, là c'est un problème au niveau karmique. Là il y a un effet karmique négatif. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, et c'est pour ça que du coup il insiste ici dans Nagasena, hein, pour ça qu'il insiste ici sur cet agrégat de la volition et sur l'impact karmique qu'il y a, eh bien là, à ce moment-là, eh bien c'est à ce moment-là, du coup, effectivement, qu'on a cette volition. J'étais en train de lire le message d'Epponine en même temps. C'est là, effectivement, qu'on a cette volition. Donc, c'est pour ça qu'il insiste. Hein. Il insiste à la fois sur le côté karmique positif, comme une personne qui aurait fait boire du poison et en aurait bu lui-même, comme une personne, à l'inverse, qui aurait fait boire ou manger quelque chose de bon qu'il a préparé et qui en mange également, avec toujours cette idée que, du coup, effectivement, le karma positif et le karma négatif qu'on va générer, eh bien, on le fait subir aussi aux autres et on le subit également nous-mêmes. Et tout ça vient, effectivement, de l'agrégat de la volition. Et il y a Eponine qui dit certains travaillent sur les agrégats précédents pour les contrôler mieux. Exemple, ceux qui entraînent leur corps à résister ou faire l'abstraction de leur perception. Effectivement, tu peux t'entraîner à ça. Tu peux aussi, par exemple, c'est ce qu'on disait, un des éléments dont il parlait la dernière fois, Nagasena, c'était cette idée que tu peux par exemple entraîner aussi ton mental à repérer plus rapidement, avoir une conscience, l'aspect conscience plus développé. C'est-à-dire, la plupart du temps, en fait, nos sens sont en contact avec des objets, mais on ne s'en rend pas compte. On n'a pas de conscience particulière de ce qui se passe, ou en tout cas on l'a au niveau inconscient. Et en fait, il y a des entraînements qui permettent de faire remonter ça au niveau plus conscient, d'être plus conscient de ce qui se passe au niveau de notre corps, au niveau de avec quoi nos sens rentrent en contact. Donc effectivement, ça c'est des entraînements qu'on peut faire derrière. Mais d'un point de vue vraiment théorie bouddhiste ancienne, en fait, tu ne peux pas, ce ne sont pas ces agrégats-là, les 4 autres, qui vont générer du karma. Mais effectivement, tu peux t'y entraîner, ouais. Entraîner ton corps à résister, t'entraîner ton corps à faire abstraction des perceptions. Typiquement pareil, hein, si tu entraînes ton corps à résister à la douleur, et bien effectivement, tu résisteras mieux à la douleur derrière. Mais en soi, ça devrait, entre guillemets, pas être un réel critère dans le sens où derrière, tu as des personnes qui peuvent réagir très mal à une petite douleur, une personne qui peut réagir très stoïquement à une grande douleur. Est-ce que c'est parce que leurs seuils de douleur sont différents ou est-ce que c'est parce que eh bien, leur mental est entraîné différemment? C'est une bonne question. Ouais. Mais effectivement, ouais, c'est des choses qui... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, hein, ce que tu dis, hein, c'est aussi la raison... C'est ce que faisait le Bouddha à l'époque où il pratiquait comme un ascète, avant justement de se rendre compte que c'était pas une bonne idée et de laisser tomber ça. Il y avait cette idée de dire, eh bien, effectivement, dompter la douleur par la douleur, c'est-à-dire apprendre à résister à la douleur en s'entraînant justement, en entraînant son corps à résister à la faim, à résister à la soif, à résister à la chaleur, à résister à la douleur, etc. etc. Donc entraîner son corps en disant bah, je peux dompter la douleur en m'entraînant. Et en fait, à terme, moi, la compréhension que j'en ai, c'est que le Bouddha s'est rendu compte que il agissait pas sur les bons agrégats, en fait. Là, il est en train d'agir sur les autres, justement, hein, typiquement l'agrégat de la matière et l'agrégat des sensations. Il était en train d'agir sur les deux, entraîner son corps pour que son agrégat de la matière soit plus résistant, entraîner du coup sa sensation pour qu'il ressente moins les sensations agréables ou désagréables. Mais de l'autre, au final, il s'est rendu compte, à mon avis, que c'était pas là où il fallait agir, qu'en fait, la source de la souffrance ne venait pas justement, ne pouvait pas être enlevée en s'entraînant physiquement, en entraînant ces deux agrégats-là, hein, qui seraient l'agrégat physique et l'agrégat des sensations, mais en se rendant compte que du coup, la source de la souffrance vient justement de notre ignorance, de notre attachement, et que du coup, c'est en agissant sur l'agrégat de la volition, que on pouvait du coup sortir du cycle des naissances et des morts et du coup mettre un terme à la souffrance. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends un petit peu, quoi. Voilà. Alors, il continue ensuite avec le classique. Alors, moi, un truc qui me perturbe, je dois avouer, un truc qui me perturbe tout le temps, mais je crois que c'est pas la première fois que je le dis, hein. Je ne comprends pas pourquoi, dans les textes traditionnels, ils foutent l'agrégat de la conscience après les autres. Enfin, après ces autres-là. Et Walpola, il fait pareil. Et il le met vachement tard. Et moi, je trouve ça toujours bizarre parce que la conscience, pour moi, c'est le premier truc qui se passe quand il y a un contact. Mais d'ailleurs, c'est le cas. Hein, c'est juste la conscience. C'est juste, on a conscience que quelque chose, que un de nos sens, un de nos agrégats physiques des sens est entré en contact avec quelque chose d'autre. Et du coup, je comprends jamais pourquoi ils le mettent à la fin, parce que je trouve que ça embrouille un peu tout le monde, en fait. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une explication théorique au fait de le mettre après les autres. Je ne sais pas. Mais Walpola faisait pareil, et je sais que la première fois que je l'avais lu,
Ça m'avait franchement perturbé en me disant, mais du coup, pourquoi tu le mets pas au début? Enfin, en tout cas, après l'agrégat de la matière, pour que ça fasse vraiment matière, conscience, perception, sensation et du coup, volition. Après, pour moi, perception et sensation, au pire, tu peux les inverser. C'est pas grave, c'est-à-dire tu peux avoir, par exemple, typiquement, si tu te mets la main sur la flaque chauffante, tu peux avoir mal avant de te rendre compte que tu avais la main sur la flaque chauffante. Donc pour moi, perception et sensation, en termes de l'ordre dans lequel il se passe, c'est pas forcément toujours le même, ça dépend des cas. La plupart du temps, on va d'abord avoir perception et ensuite sensation, mais il y a des cas, effectivement, typiquement les cas de douleur intense, sur des trucs pas prévus, je mets mon pied sur une braise. Pour moi, je pense qu'on a d'abord l'agrégat, la sensation avant de se rendre compte de la perception de ce que c'était, en fait. On s'en rend compte dans un second temps. Donc cela, pourquoi pas les inverser, mais je comprends pas pourquoi est-ce ils mettent traditionnellement la conscience dans l'explication des agrégats après les autres. Je sais pas. J'ai jamais compris. Avoir conscience que tu touches quelque chose, pour moi, c'est la sensation. Là, alors moi je dis sensation en sens agréable, désagréable ou neutre. C'est dans ce sens-là que j'utilise l'agrégat de la sensation. Pour le différencier de la conscience, qui est juste le fait de dire ma main est en contact avec quelque chose, mon œil est rentré en contact avec quelque chose. C'est-à-dire la conscience qu'un organe des sens est entré en contact avec un objet, mais sans encore avoir identifié ce que c'est. C'est juste, on a conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai conscience que je regarde le chat, mais je n'ai pas encore à ce moment-là identifié ce que c'est la perception. Je n'ai pas encore eu de sensation par rapport à ça, agréable, désagréable ou neutre, et je n'ai pas encore décidé ce que j'y faisais. C'est juste j'ai conscience qu'il y a par exemple un message qui s'est affiché dans le chat. Ça, c'est même avant que je le lise, avant que je le comprenne, avant que je le ressente, avant que je l'analyse. Voilà. Donc justement, il va mettre ici l'agrégat de la conscience. Qu'est-ce donc que la conscience, Nagasena? Donc Nagasena répond, c'est la perception. La perception. Donne-moi donc une comparaison. Ah, Eponine qui dit, je vais écrire pourquoi l'ordre en question ce mois, il me faut juste quelques minutes. Ok, vas-y, parce que ça m'intéresse, parce que vraiment, je comprends pas. Parce que là, il le remet ici, donne-moi une comparaison. La perception, donne-moi donc une comparaison. Donc Nagasena répond, comme le gardien d'une ville assis dans un carrefour au centre de la ville peut apercevoir quiconque arrive à l'est, le sud par l'est, le sud, l'ouest ou le nord, ainsi l'homme aperçoit au moyen de la conscience la forme qu'il voit par l'œil, le son qu'il entend par l'oreille, l'odeur qu'il respire par le nez, la saveur qu'il goûte par la langue, l'objet tangible qu'il touche par le corps, les états mentaux qu'il perçoit par le sens interne. Donc ici, bon rappel à nouveau de l'état du sens mental, du mental qui est donc un agrégat physique, un agrégat des sens, un sens au même titre que les autres, comme j'arrête pas de le dire. C'est ainsi que la conscience a pour caractéristique la perception. Si on regarde la version anglaise, c'est peut-être à peine plus clair. C'est juste après. Voilà, consciousness. Donc, ouais, c'est connaître. Alors, ouais, il dit c'est connaître l'objet. Alors, je trouve que c'est pas très clair non plus, moi. Oui, en fait, c'est connaître l'objet. En fait, c'est reconnaître l'objet, en fait, à ce stade-là, pour moi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que Walpola, il l'explique assez bien ici, quand il dit l'agrégat. Il le met le cinquième agrégat, c'est la conscience. On peut regarder ici. Je suis désolé, c'est pixel, mais ça a été scanné comme ça. Cinquième agrégat, l'agrégat de la conscience. La conscience est une réaction, une réponse qui a pour base les 6 facultés, donc œil, oreille, nez, langue, corps et esprit, qui a pour objet des phénomènes extérieurs correspondants. Par exemple, la conscience visuelle a pour base l'œil et pour objet les formes visibles. La conscience mentale, etc. Il en est de même pour les consciences et les autres facultés. Ainsi donc, comme la sensation, la perception, la volition, la conscience a 6 formes en relation avec les 6 facultés. D'accord. Il faut bien comprendre que la conscience ne reconnaît pas un objet. Elle est seulement un acte d'attention. Attention à la présence d'un objet. Quand l'œil entre en contact avec une couleur, le bleu par exemple, la conscience visuelle apparaît qui n'est simplement qu'une attention à une couleur. Le fait de savoir qu'on est en contact avec une couleur. Mais elle ne reconnaît pas que c'est du bleu. Il n'y a pas de reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'agrégat de la perception qui reconnaît. Le terme conscience visuelle est une expression philosophique qui répond à la même idée que celle exprimée par le thème ordinaire de vision. En fait, c'est ça, c'est le simple acte de voir, c'est la vision, c'est le toucher. En effet, voir ne veut pas dire reconnaître. On peut faire la même observation pour chacune des formes de conscience. Le toucher ne veut pas dire que je reconnais ce que j'ai touché, etc., etc. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était une explication, ça m'intéresse parce que vraiment, c'est un truc. Alors, j'ai jamais creusé, je me suis jamais amusé à chercher pourquoi en vrai. Mais le texte, typiquement de Walpola Raoula, là, que je viens de vous lire,
C'est un des tout premiers textes que j'ai lu sur le bouddhisme. Je pense que c'est le deuxième livre que j'ai lu sur le bouddhisme, après pour le bouddhisme pour les nuls. Et déjà à l'époque, j'avais pas compris pourquoi il le foutait là. Et du coup, je me dis, c'est un traumatisme. Alors, la gueule du traumatisme, quand même. Mais c'est du coup une incompréhension que je me traîne depuis plus de 10 ans. J'ai jamais cherché plus à savoir pourquoi. Mais du coup, à chaque fois que je retombe dessus, ça me ramène 10 ans en arrière, enfin plus de 10 ans en arrière maintenant. Et je me dis, mais qui. Enfin, ouais, 10 ans en vrai, ou plus que ça, 14 ans, 15 ans, je sais pas. Bah, bref, quand je commençais à m'intéresser. Ah ouais, non, ouais, plutôt 15 ans, ouais. Genre 15 ans en arrière, et là je me dis, mais il faudrait peut-être que quelqu'un m'explique un jour, en vrai. Voilà, en tout cas, du coup là on a vu les fameux 5 agrégats, et il va continuer un tout petit peu à parler d'autres choses. Il va parler de la conception, et il va ensuite parler du raisonnement, et voilà, et après il fait une petite conclusion. Donc on va regarder ça, ce qu'il appelle la caractéristique de la conception. Donc ici, en fait, il s'agit de ce qu'on va appeler la pensée conceptuelle. Dans le cadre de la méditation, donc en fait c'est un terme qui est lié à la méditation. J'ai dû un petit peu faire des recherches sur ce terme-là. Je suis allé regarder sur la version anglaise où il parle du coup de ça, il parle de Vikara. Donc je me suis renseigné sur ce terme parce que c'était pas très clair pour moi. Et là, on n'est plus dans le cadre direct des agrégats. Là, on est sorti des 5 agrégats. Donc là, je n'avais pas forcément d'infos de base. Donc je suis allé chercher un petit peu de quoi il était question. Donc on parle de Vikara, ce qu'on appelle du coup, je l'ai mis en français, la pensée conceptuelle. La pensée conceptuelle, donc en fait, dans le cadre de la méditation, ce terme est en fait la faculté qui permet de fixer son esprit sur un objet, comme par exemple le souffle, et se rendre compte ensuite quand on y porte plus attention pour y revenir ensuite. Donc en fait, c'est vraiment cette faculté qu'on cultive dans la méditation qui est de faire en sorte justement que cette conscience de la présence d'un objet ou pas soit plus développée. On porte son attention dessus pour vraiment dire, ok, là il y a le souffle, là il n'y a pas le souffle, là il y a le souffle, il n'y a pas le souffle, là ça me gratte, là j'ai mal, etc., etc. Donc vraiment plus cultiver ça. Parce que comme je le disais, en fait, la plupart du temps, eh bien en fait, nos objets d'essence rentrent en contact avec d'autres objets, mais en fait, on n'en prend pas du tout conscience. Ça reste au niveau inconscient, ça nous permet de fonctionner en tant qu'être humain, mais on n'a pas cette étape du dessus qui est de dire je fais quelque chose par rapport à ça. C'est juste, voilà, inconsciemment, il se passe des trucs et voilà. Je ne réagis pas forcément, en fait. Je n'en prends pas conscience, je n'en prends pas note. En fait, d'une certaine façon, c'est ça. Je n'en prends pas note, en fait. Et donc, il dit ici, la caractéristique, c'est l'adaptation à l'anglais. Alors, l'anglais, en fait, pareil, c'est très différent à la traduction anglaise. La traduction anglaise dit plutôt, c'est le fait de fixer, savoir fixer son esprit sur un objet. Donne-moi une comparaison. Et il dit, c'est comme un charpentier adapte une pièce de bois à sa mortaise, ainsi la conception a pour caractéristique l'adaptation. Alors pareil, la version anglaise est plus claire par rapport aux termes qu'ils utilisent, ou dans la version anglaise, ils disent, c'est comme un charpentier qui fixe une pièce de bois dans une autre pièce de bois. De même, fixer son esprit est la caractéristique de la pensée. Donc c'est marrant parce que je ne sais pas exactement où il voulait en venir dans la version française avec l'utilisation de l'adaptation. La version anglaise, en tout cas, est beaucoup plus claire dans ce qu'elle dit, hein, où elle dit donc elle remplace vraiment ça en disant pour elle, c'est fixer son objet son esprit sur un objet. C'est ce qu'elle met ici. Hein. Attendez, hop, je vais juste avancer. Je vais vous le remettre. Tic, 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 tic. Ah, pardon, non, je suis allé trop bas. Parce qu'en fait, la version anglaise a plus de trucs que la version française. Hop, attendez. C'est celui juste en dessous. Non, c'est pas celui-là. Je suis allé trop loin. Il est où? Ah voilà, en plus j'étais dessus. Alors voilà, c'est donc fixer, il dit, hein, c'est fixer l'esprit sur un objet. C'est donc la caractéristique de cette... Comment j'ai mis ça en français? Pensée conceptuelle, voilà. Pensée conceptuelle. Donne-moi donc, Vénérable, une illustration. Il dit, c'est comme, du coup, le cas d'un charpentier qui va fixer un joint dans une pièce de bois qui a été bien travaillée. Ainsi en est-il pour le fait de fixer l'esprit sur un objet. Et donc, c'est ça qui est la caractéristique de la pensée conceptuelle. Donc, vous voyez, la traduction anglaise et la traduction française sont assez différentes sur ce point. J'ai du mal à comprendre exactement c'est quoi la partie française. La partie française, je pense que l'idée, c'est plus de dire que là, on parle du fait d'être capable de s'adapter à une situation, peut-être.
la conception, le fait de pouvoir s'adapter à une situation. Mais effectivement, vu que là, en fait, il s'agit d'un terme, a priori, qui est vraiment un terme lié à la méditation, dans ces cas-là, effectivement, l'explication de la version anglaise a plus de sens. Si on parle là de la faculté à fixer son esprit sur un objet et à savoir du coup si l'objet est présent ou absent, eh bien là, effectivement, du coup, le fait de faire la caractéristique étant fixer son esprit sur un objet et ensuite le faire de dire, bah, c'est comme du coup le fait de fixer un charpentier qui fixerait une pièce de bois sur une autre pièce de bois, assez logique. Donc voilà, je trouve que la version anglaise, pour le coup, a peut-être plus de sens. Je ne sais pas du coup si laquelle des deux est la plus juste. Voilà. Ensuite, du coup, on a la caractéristique du raisonnement. Quelle est la caractéristique du raisonnement? Alors, je vais vous lire la version française, pareil, que je trouve pas très claire, et ensuite, on va regarder ce que ça dit en anglais. Quelle est la caractéristique du raisonnement? La vibration. Hein? Donne-moi une comparaison. Un gong de bronze qu'on bat rend une résonance prolongée. Le fait de le battre, c'est la conception. La résonance, c'est le raisonnement. Hein? Alors, en gros, la version anglaise, ce qu'elle parle ici, elle parle en fait de la caractéristique de l'introspection ou de l'investigation. Et ce qu'elle va dire dans la version anglaise, hein, c'est donc quelle est la caractéristique de l'investigation. Voilà, donc il dit quelle est la caractéristique donc du coup de la pensée discursive, donc l'investigation. Quelle est la caractéristique du coup de cette investigation? Eh bien en fait, c'est comme un gong qu'on va taper et qui va du coup donner un son qui est ininterrompu. Le fait de le taper, c'est du coup la pensée conceptuelle. Et ce qui se passe derrière, c'est la pensée discursive. C'est ainsi que l'investigation est la marque de la pensée discursive. Ce que veut dire la version anglaise, c'est assez logique en soi. C'est des mots compliqués pour dire des trucs simples. Le truc simple en question qui est de dire la caractéristique de ce qu'on va appeler ici le raisonnement, ou ce que la version anglaise va plutôt qualifier d'introspection ou d'investigation, en fait, c'est le fait simplement que quand va se produire la pensée conceptuelle, donc on va commencer à penser à quelque chose, ça c'est comme le fait de frapper initialement un gong, on va penser à quelque chose, une pensée se produit, je pense à quelque chose. Derrière cette pensée, eh bien on va d'une certaine façon l'alimenter et on va y réfléchir, on va la pousser, on va la développer, au même titre que du coup, une fois qu'on a frappé le gong, se produit une réverbération, un son qui va s'amplifier. Eh bien en fait, c'est la caractéristique de la pensée discursive. Hein. La pensée discursive, c'est la pensée de discours, hein, c'est-à-dire la pensée qu'on va alimenter nous-mêmes par un discours. Donc en fait, c'est ça sa caractéristique, c'est en partant d'une pensée simple, telle un gong qu'on frappe, eh bien cette pensée va se développer, et donc en interne, on va la développer, on va l'analyser, on va y réfléchir, on va la pousser, etc., etc. Et des fois, justement, le but des fois de la méditation, ça va être par le biais justement de la pensée unifiée, de limiter cette pensée discursive, parce que la pensée discursive, le problème qu'elle a, c'est qu'elle peut être contrôlée ou incontrôlée. Elle peut, la plupart du temps, elle est incontrôlée. C'est-à-dire qu'on commence à avoir il y a un truc qui passe devant nous. Bah, typiquement, hein, j'ai un message qui passe dans le chat. Donc là, je le vois, etc. Il y a tous les agrégats qui se mettent en ligne de compte. J'ai la pensée conceptuelle. Je me dis, OK, je fixe mon esprit sur le chat. Je fixe mon esprit sur ce que je suis en train de lire. Et derrière, eh bien là, l'esprit va commencer à partir en boucle. Ça, c'est la pensée discursive. Je vais commencer à réfléchir à ce message, je vais dire, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais répondre, qu'est-ce qui se passe, hop, tiens, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Et la plupart du temps, ce n'est pas contrôlé. À l'inverse, donc du coup, justement, il y a des formes de méditation qui sont là pour casser l'aspect discursif, l'aspect de la pensée discursive, pour la focaliser sur un point. Mais le but de cet exercice-là est souvent derrière de pouvoir régénérer la pensée discursive, mais une pensée discursive qui est contrôlée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'esprit en plein milieu de la méditation qui commence à partir en boucle sur ce que tu vas faire à manger le midi ou quelle course tu dois acheter parce que tu as oublié de noter sur ta liste qu'il fallait reprendre du PQ, eh bien, tu vas au contraire contrôler ta pensée discursive pour partir sur des éléments de réflexion carrés, voilà, encadrés. On va dire, ok, bah, typiquement, j'ai concentré mon attention sur le souffle. Maintenant, je vais développer ma pensée discursive sur l'apparition, la disparition des phénomènes, l'impermanence de toute chose, etc., etc. Mais des fois, il est nécessaire pour ça de canaliser d'une certaine façon la pensée discursive pour ensuite pouvoir la redévelopper dans un cadre. Voilà, c'est de ça dont il est question ici, en fait. Voilà. Ensuite, on a
Ah oui, alors c'est le dernier point qu'on va avoir dans ce chapitre-là, donc c'est le dernier point qu'on regardera aujourd'hui. Après, on va passer justement... Ah non, pardon, avant-dernier point. Excusez, je croyais que les deux étaient ensemble, mais en fait, c'est deux points séparés. En fait, c'est deux points qui sont assez liés, je crois. Euh, Oui, c'est deux points qui sont assez liés. Donc, alors, il demande après, Nagasena, ces états de conscience étant combinés, est-il possible de les dissocier et d'associer à chacun d'eux sa nature particulière en disant, voici le contact, la sensation, la recognition, la pensée, la conscience, la conception, le raisonnement. En fait, est-ce qu'il est possible à un moment T de vraiment séparer un agrégat et de dire, voilà l'agrégat tel qu'il est tout seul là maintenant, hop là, il était là, hop, eh bien, je l'ai bloqué, arrêté dans le temps. C'est ça en fait la question. L'idée de dire que, alors je me suis mis une petite note ici, il n'est pas possible d'isoler un seul agrégat des autres. Par exemple, si je me, tiens, j'avais déjà le même exemple, si je me brûle après avoir touché une plaque chauffante, on pourrait avoir tendance à isoler l'agrégat de la sensation, en disant effectivement là je me brûle. Mais en réalité, en même temps, c'est produit le contact avec la plaque chauffante, la conscience de la plaque, la perception du chaud, la sensation et enfin la décision, volontaire ou non, de retirer la main. Ainsi, les agrégats ont chacun fait leur travail séparément, en séquence, mais en réalité, il n'est pas possible réellement en pratique de les séparer dans l'événement. C'est-à-dire que intellectuellement, on peut derrière refaire la chaîne d'événements, on peut les séparer intellectuellement les uns des autres en expliquant concrètement ce qui s'est passé, mais d'un point de vue pratique, au moment où ma main a touché la plaque chauffante, en fait, les agrégats se sont produits à une telle vitesse en même temps que je ne peux rien y faire de particulier, en fait. C'est-à-dire que j'ai, comme je disais dans mon exemple, hein, en même temps, globalement, c'est produit le contact, donc les objets physiques, le contact, la conscience, la perception, la sensation et l'action derrière. Tout ça, c'est produit globalement en même temps. Je ne peux pas réellement les identifier les uns par rapport aux autres. Ils sont réellement liés les uns aux autres. En fait, on peut pas vraiment le séparer. Ils sont liés les uns aux autres. Voilà. Alors, je vais regarder ce que m'a mis Éponine, du coup, qui a pris le temps d'écrire son message. Forme en premier, parce que la logique, jusque-là logique, effectivement. La sensation issue du phonème de contact. La perception, c'est le lien entre la sensation et le mental, et la sensation et la perception sont déjà faussées car la sensation provient d'organes imparfaits. La perception est biaisée, je suis d'accord, car nous pensons nos sensations comme fidèles à la réalité. La volition ou composition physique, c'est notre habitude, notre tendance à catégoriser les phénomènes, ouais, d'accord, avec lesquels on entre en contact, c'est à cause de la volition qu'on va réagir bien ou mal, car on range inconsciemment les phénomènes en bon, mauvais, agréable, désagréable, etc. C'est ça. À force de catégoriser tout, on s'enferme dans les schémas de pensée des habitudes. En travaillant sur la volition, on travaille sur nos réactions qui sont trop souvent automatiques, mais qu'on peut retravailler. Enfin, la conscience, c'est catégoriser consciemment tout ce qui précède. C'est la conscience qui crée les concepts de moi, autre, mien. C'est conscientiser que tu as un livre dans la main. La volition forme les objets mentaux, la conscience les réinterprète, la volition crée l'objet mental du livre, la conscience le nomme livre et se l'approprie comme mon livre. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, pour moi, c'est... Alors, oui, d'un point de vue Mahayana, non d'un point de vue Theravada, en fait. C'est là où moi, j'ai un peu des problèmes, parce qu'en fait, pour moi, je suis d'accord d'un point de vue Mahayana, dans le sens où le Mahayana va étendre la liste des consciences qui sont de 5, enfin de 6, pardon, de 6 dans le Theravada, c'est-à-dire les consciences liées aux 5 sens plus le sens mental, va rajouter derrière 2 ou 3 consciences que sont du coup l'Alaya Vijnana et la conscience de Mana, la conscience de soi, et il y en a une autre que j'oublie tout le temps parce qu'elle n'est pas systématiquement là, il y en a 8 ou 9. Donc dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire relativement oui, mais c'est vrai que d'un point de vue Theravada, pour moi, ce que tu dis, par exemple, tu vois, que la conscience, c'est la conscience qui le nomme livre. En fait, pas pour moi. Pour moi, c'est la perception qui le nomme livre. C'est pas la conscience, en fait. La conscience, pour moi, c'est juste, j'ai touché quelque chose. Mais je ne sais pas encore ce que c'est, en fait. J'ai ressenti le contact. En fait, c'est ça. Pour moi, la conscience, c'est le fait de ressentir, le fait de savoir qu'il y a un contact qui s'est effectué, en fait. D'avoir conscience, à nouveau, hein, d'avoir conscience qu'il y a eu un contact. Mais, ouais. Mais ouais, non, ouais, d'un point de vue d'un point de vue Mahayana, je suis encore assez d'accord si on rajoute du coup les consciences par-dessus. Euh, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en tout cas, merci ouais, pour ton explication. Ça vaudrait le coup de le reprendre un peu plus à tête reposée là-dedans, quoi. Mais ouais, merci beaucoup pour la précision, en effet, hein. Voilà, voilà. Alors, du coup, on parlait du coup de je reviens sur les histoires de combinaisons
de tout ça. Donc il dit, voilà, est-il possible de les dissocier et d'associer à chaque état de ces consciences combinées, chacun de sa nature particulière, en disant, voici le contact, la sensation, la recognition, la pensée, la conscience, la conception, le raisonnement. Et il dit, non, c'est impossible. Donne-moi une comparaison. Suppose que le cuisinier d'un roi fasse un jus ou une sauce en y mettant du lait caillé, du sel, du gingembre, du cumin, du poivre et d'autres épices. Que le roi lui dise, apporte-moi donc la saveur du lait caillé, du sel, etc. Serait-il possible de démêler ces épices ainsi combinées, d'en séparer chaque saveur? L'aigre, le salé, l'amer, l'acide, l'astringent, le doux. Là, Milinda, il répond, bah non, assurément, puisque toutes sont présentes avec leurs caractéristiques particulières. Bien, il dit non, assurément, quoique toutes soient présentes avec leurs caractéristiques particulières. Et il dit, il en est de même des états de conscience combinés. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que si effectivement le roi goûte, il va dire, ok, là, je ressens du salé, je ressens de la mer, etc. Mais si tu me dis maintenant, sépare-le du reste, eh bien, ce n'est plus possible parce que tout est mélangé, en fait. Et donc, a priori, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les agrégats, où en fait, d'un point de vue intellectuel, à nouveau, on peut les séparer, mais d'un point de vue pratique, on ne peut pas vraiment parce qu'ils ils se produisent vraiment tous en même temps à peu près, en fait. Voilà. Et donc, il termine avec l'exemple du sel. Le Terra dit, donc Nagasena, hein, le sel au roi est-il reconnaissable par l'œil? Milinda va répondre, oui, vénérable. Nagasena, il rétorque en disant, réfléchis bien à ce que tu dis, pauvre petit ignorant de roi. Il ne met pas pauvre petit ignorant de roi, c'est moi qui le rajoute. Milinda répond, je me trompe. Il est reconnaissable par la langue. Nagasena dit, c'est exact. Et Milinda dit, mais est-ce tout le sel qui est reconnaissable par la langue? Nagasena répond oui. Et ensuite, il y a la question du, en ce cas-là, comment le sel est-il apporté dans des charrettes à bœuf? C'est du sel et seulement du sel qu'elles apportent, bien qu'aucune langue n'y ait goûté. Ici, en fait, le point de discussion, c'est le fait que le sel ne se limite pas du coup au côté salé qui est perçu par le goût. Il y a quand même aussi un aspect physique, il y a le sel en tant qu'objet. Donc non, ce n'est pas seulement du sel, la charge Pardon, je recommence. Non, ce n'est pas seulement du sel. La charge des charrettes combine des dharmas ressortissant à différents domaines des sens. Par exemple, il y a le sel en tant qu'élément salé, mais il y a aussi l'aspect physique qui a un certain poids. Voilà. Peut-on peser du sel sur une balance? Oui, vénérable. Non, c'est le poids qu'on pèse sur la balance. Voilà. Donc là, c'est un peu de la rhétorique, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que, effectivement, eh bien, certains éléments vont pouvoir interagir, certains éléments physiques vont pouvoir, certains agrégats physiques, pour reprendre le terme, vont pouvoir interagir avec différents objets d'essence en fonction des cas. Le sel, l'aspect salé va être identifié dans le sel via le goût, mais en réalité, le goût salé, le sel ne se limite pas à cela. Il y a aussi un aspect physique qui peut être pesé, il a un poids, on peut le porter, on peut avoir un contact avec au niveau du coup du toucher, mais ce n'est pas typiquement avec le toucher qu'on va pouvoir identifier que c'est du sel, c'est uniquement avec la langue ou peut-être avec les yeux si on sait reconnaître du sel à l'œil. Mais c'est vraiment avec le goût qu'on va pouvoir avoir, l'agrégat du goût qu'on va pouvoir avoir derrière réellement la confirmation que c'est du sel. Mais ce serait trop de limiter ça à uniquement le contact qu'il peut y avoir avec l'agrégat du goût. Le sel ne se limite pas qu'à ça, il a aussi un élément physique. Donc voilà, je suis pas 100% sûr de le pourquoi du comment de cette discussion, de l'intérêt, mais voilà, c'est un peu de rhétorique là, pour moi. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, j'ai mis c'est-à-dire le côté salé tel que perçu par le goût et le poids tel que perçu par le toucher. Ces deux éléments font partie du sel. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne pèse pas l'aspect salé du sel, son goût sur la balance, juste son poids, son aspect physique. Voilà. Et donc, sur cet exemple bizarre du sel, se termine le premier chapitre du coup, le livre 2 du Milindapana. À nouveau, on n'a pas fait le 1, parce qu'en fait, le 1, c'est l'aspect plus explication biographique, introduction, qui est Nagasena, Milinda, ce qui se passe, machin. On a attaqué vraiment la partie enseignement qui commence à partir du livre 1. Donc là, pardon, du livre 2, excusez, à partir du livre 2. Et là, du coup, on attaque le livre 3, la solution des difficultés. Donc, voilà. Voilà un peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Je voulais mettre un petit bidi de couleur. Voilà. Hop là. Voilà. Pour m'y retrouver la prochaine fois. Il ne veut pas bouger. Hop. Tac. Voilà. Donc, on pourra donc continuer ça
la prochaine fois. J'espère qu'en tout cas c'était intéressant, pas trop compliqué. Eponine qui dit après peut-être qu'on a du mal à comprendre à cause de la barrière de la langue également. Les mots conscience, sensation, etc. ont déjà des sens dans nos pensées occidentales. Je suis d'accord, ouais. Et donc quand on traduit les mots pali-sanskrit avec des mots comme ça, on leur colle notre bagage philosophique supplémentaire impliqué par le mot choisi par la traduction. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai qu'à ma décharge, je ne suis pas un spécialiste du Theravada. Je n'ai pas étudié le Theravada non plus plus que ça. Ma compréhension des agrégats vient principalement de Walpola Raoula dans son livre L'enseignement du Bouddha, qu'on a vu ensemble. C'est celle que j'ai eue au tout début et c'est celle que j'ai gardée. Mais j'ai pas lu beaucoup plus d'ouvrages qui ont trait directement aux agrégats, notamment parce qu'en fait, dans ma branche Jodo Shinshu, on s'en fiche un petit peu. C'est des aspects théoriques qui ont leur importance dans la philosophie bouddhiste, mais au niveau vraiment purement de Jodo Shinshu, ça n'a pas vraiment d'impact. Que je comprenne ou pas comment fonctionnent les agrégats, ça change pas réellement grand-chose en tant que moine Jodo Shinshu. Donc j'ai pas non plus poussé plus que ça cette réflexion sur les agrégats. Donc voilà. Mais bon, voilà. À part vraiment cette histoire de pourquoi la conscience est classée bizarrement à cet endroit-là de la liste, le reste, pour moi, me paraît quand même très logique en soi. Très très logique, quoi. Voilà. Merci Tomoyo, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des points particuliers avant qu'on attaque la méditation? Mais en tout cas, c'était c'est assez intéressant. Et je pense qu'on va avoir l'occasion, mais ouais, ces lives, ils sont bien. Ils sont bien pour se rappeler des trucs, mais il faut creuser, quoi. On a bien fait chauffer le crâne, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, moi je le mettrais en deuxième, et ça qui dit je mettrais la conscience en premier. Effectivement, moi je le mettrais juste en deuxième dans le sens où le fait qu'il y ait des agrégats physiques, pour ça, je comprends que ce soit mis en premier et dire bah voilà, il y a un œil, il y a un objet physique qui est l'œil, avec un objet physique qui est le livre. Et à ce moment-là, il rentre en contact. Et à ce moment-là, il y a la conscience. Pour ça, moi je le mettrais en deuxième en fait. Et à ce moment-là, on comprend que c'est un livre. À ce moment-là, on a une sensation. Ce livre nous procure une sensation agréable, désagréable ou neutre. Ils sont bons, la sensation agréable. Et ensuite agit notre volition. Mais ouais, après, c'est pas. En soi, je pense pas que ce soit crucial. À nouveau, c'est très important si vous voulez être un moine Theravada. Si vous voulez être un moine Jodo Shinshu ou un pratiquant de Jodo Shinshu, bon, ça a une importance relative. On va dire. C'est pas pour négliger tout ça, mais pour montrer aussi que, eh bien, la philosophie bouddhiste a évolué avec le temps. Donc, ce qui était perçu comme des éléments extrêmement importants et cruciaux à l'époque du Theravada, à l'époque ancienne, à l'époque où arrive le Jodo Shinshu, presque 2000 ans, pas loin de 2000 ans plus tard, en fait, c'est un peu tous ces éléments-là ont d'une certaine façon perdu de leur importance au profit d'autres thèmes qui ont pris une autre importance. Voilà.